Bon, eh bien, bonjour à tous et bienvenue donc à la Société géologique de France pour cette journée de remise de prix. Donc, prix de thèse ce matin, une conférence avant le déjeuner, et puis l'après-midi, nous remettrons les prix professionnels. Donc, il y en aura 3, dont à la fin le Grand Prix. Donc, traditionnellement, on remet 2 prix de thèse. Donc, le prix Van Stralen, qui vient donc d'une donation de Victor Van Stralen, le paléontologue belge, donc à la Société géologique de France il y a déjà fort longtemps, et le prix donc Ami Boué. Alors Ami Boué, on dit que c'est le fondateur de la SGF, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin bon, c'est l'instigateur, l'initiateur de cette société en 1830, et donc c'est un prix qui est doté par l'Andra. Et donc on a quelqu'un de l'Andra qui est parmi nous aujourd'hui. Alors, on reçoit énormément donc, de thèses qui sont donc évaluées par une commission. Et cette commission, eh bien, elle choisit deux récipiendaires chaque année. Alors cette année, le prix Van Stralen, il va être remis donc, à Raphaël Vasseur, que vous voyez donc dans le petit écran ici. Donc Raphaël Vasseur, il a fait sa thèse à l'université de Lorraine. Donc il était dirigé par Bernard Latuilière. Et donc il a fait donc une thèse sur les extinctions et les recouvrements des coraux au cours de la crise du Plitzbachien et Toarcien. Et donc on va lui laisser donc c'est combien? C'est 20 minutes 20 minutes. C'est ça, on avait bien dit, on s'était pas trompé, c'était 20 minutes. Tu m'entends? On avait dit un quart d'heure. Un quart d'heure. Oh, bon, on n'avait pas été généreux. Bon, un quart d'heure alors. Un quart d'heure pour nous présenter son travail, et puis on lui remettra virtuellement le prix et la médaille qui va avec. Ah oui, il y a une dotation aussi, ça tu le savais pas, mais tu recevras aussi une dotation. D'accord. Eh ben écoute, on va. Alors je crois que ton PowerPoint a été mis en route. Il faut que j'éteigne le micro, c'est ça? Oui. Ok, j'ai éteint. Bon, on t'écoute. D'accord, donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Les présentations ont déjà été faites, donc je vais vous parler de mon travail de thèse, effectivement, qui porte sur les phénomènes d'extinction et de recouvrement de coraux lors de la crise du Pliensbachien-Toarcien. Alors pour replanter rapidement le contexte global à cette époque, donc le Pliensbachien et le Toarcien sont les deux derniers étages du Jurassique inférieur, donc le Lias, et la limite entre les deux étages est datée à peu près 182,7 millions d'années dans le passé, d'après la charte chronostratigraphique internationale de la Commission internationale de stratigraphie. Donc c'est une période, c'est une période qui correspond au démantèlement de la Pangée, donc le continent unique qui a commencé à se séparer au Trias, avec l'ouverture de l'océan Thétis par l'est, qui sépare donc la Pangée en deux supercontinents, l'Eurasia et Gondwana, que vous pouvez voir ici. Sur cette période, en fait, notamment du Toarcien inférieur, on observe à l'échelle globale, donc à l'échelle du globe, dans le registre géologique, des dépôts qui sont riches en matière organique, ce qu'on appelle des black shales. Donc au niveau du Toarcien inférieur d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Et c'est ce qui va correspondre, en tout cas ce qui est interprété comme un événement anoxique global, qu'on appelle le TOAE, donc pour Toarcian Oceanic Anoxic Event. Sur cette même période, on observe aussi une excursion négative du delta C13 qui est enregistrée en nombreux points du globe. Donc pareil au niveau de cette limite Pliensbachien-Toarcien et au niveau du TOAE qui est au Toarcien inférieur. Donc voilà, on observe quand même deux événements distincts sur une période géologique relativement courte. On parle bien de l'échelle de temps géologique. L'un qui est vraiment à la limite entre les deux étages, Pliensbachien et Toarcien, et l'autre qu'on observe au Toarcien inférieur avec l'événement anoxique de TOAE. En ce qui concerne les extinctions biologiques, il faut savoir que cette limite Pliensbachien-Toarcien, elle est considérée actuellement comme une crise biologique de second ordre, et comme la crise biologique de second ordre la plus importante, qui vient juste après les 5 crises de premier ordre qui sont enregistrées dans le registre fossile. On observe notamment des phénomènes importants d'extinction qui sont rapportés dans la littérature pour les ammonites, les brachiopodes, les bivalves, les ostracodes, les foraminifères, les dinoflagellés,
Et donc le cas des coraux est questionné aujourd'hui. Alors un autre point important, c'est qu'on observe au cours du Pliens bachien la radiation spectaculaire d'un groupe de bivalves constructeurs de récifs, qui sont les lithiotidés, vous avez ici une illustration. Et donc ceux-ci vont s'éteindre en fait au Toarcien inférieur lors d'événements anoxiques de TOAE. En ce qui concerne les coraux, une étude bibliographique de Latulière et Marchal en 2009 suggère d'importants phénomènes d'extinction et de recouvrement au passage de la limite entre les étages pliensbachiens et toarciens. Le problème, c'est que cette étude bibliographique se base sur des données qui ont été créées suivant une approche purement typologique qui a conduit à une surestimation du nombre de taxons pour cette période de façon assez dramatique, avec des échantillonnages dans la littérature qui sont rares, mal préservés et parfois mal illustrés. Donc le but de ce travail, ça a été aussi d'apporter une révision de ces connaissances bibliographiques et du matériel de terrain en plus pour pouvoir vraiment appuyer les révisions. Concrètement, au niveau du travail taxinomique qui a été réalisé, actuellement 2 monographies de coraux sont révisées et augmentées, sont en cours de rédaction pour le Pliens bachien et le toarcien. Pour être exact, la monographie du Pliens bachien a déjà été soumise à Geodiversitas. Elle compte 66 espèces décrites qui appartiennent à 45 genres et elles incluent 17 nouvelles espèces et 4 nouveaux genres. La monographie pour le toarcien sera publiée dès que possible. J'y travaille actuellement. On y travaille avec Bernard Latulière. Dans tous les cas, la grande majorité des descriptions sont disponibles dans le manuscrit de thèse. Donc, thèse qui a été soutenue le 12 décembre 2018. Alors, ça peut sembler un peu paradoxal, puisque j'ai présenté il y a 2 diapos le fait que les démarches précédentes avaient amené à une surévaluation du nombre d'espèces. Et à la diapo qui vient juste après, je vous dis que j'ai créé de nouvelles espèces, ou qu'on a créé des nouvelles espèces. Donc, pour illustrer ça, je vais vous donner l'exemple du genre Proleptophilia. Donc ce genre a été créé en 1952 par Aluato, par monotypie, avec une seule espèce, Proleptophilia granulum. Ensuite, Beauvais, en 1986, y a ajouté 4 nouvelles espèces, Multiradiata, Subcylindrica, Bilobata et Rejuvenescence. Parmi ces 4 espèces de Beauvais, nous n'avons gardé que Proleptophilia multiradiata, conservée dans l'étude, puisque nous n'avons pas été capables de différencier par des critères morphométriques, ni par des critères purement qualitatifs, les 4 espèces proposées par Beauvais. Donc nous les avons placées, en fait, ici nous les avons placées en variabilité intraspécifique. Néanmoins, 4 autres espèces ont été introduites par nos soins au sein du genre, une espèce que nous avons réattribuée depuis le genre Montlivalsia et 3 nouvelles espèces qui ont été identifiées dans les échantillonnages de terrain. Donc un genre qui incluait avant cette étude 5 espèces se retrouve maintenant avec 6 espèces incluses dans le genre, malgré notre dynamique à regrouper et à éradiquer la surévaluation d'espèces. Alors ici, vous pouvez voir une figure donc, qui représente en fait l'ensemble des genres qui ont été décrits pour le Pliens bachien et pour le toarcien dans le cadre de cette étude. Alors j'attire votre attention sur certains points qui sont importants avant de passer à l'étude de cette figure. D'abord, le premier point, c'est que cette figure présente uniquement des genres de coraux qui ont été retrouvés dans les étages Pliens bachien et ou toarcien. C'est-à-dire que par exemple, un genre qui aurait existé au Cinémurien et fossilisé au Cinémurien, et qu'ensuite on ne retrouverait qu'au Bâtonien, n'apparaîtrait pas sur cette figure. Un autre point important, c'est que les échantillonnages pour la fine bande ici entre la limite Pliens bachien toarcien et l'événement anoxique de TOAE, donc les échantillonnages qui correspondent à cette fine bande sont beaucoup moins satisfaisants en comparaison de ceux qu'on a pour le Pliens bachien et ceux qu'on a pour le toarcien après l'événement anoxique. Donc il faudra considérer ici un souci de représentativité des données. Et les lignes rouges correspondent aux extensions biostratigraphiques élargies par notre étude. Donc
concrètement les connaissances apportées par le travail de révision et d'apport de terrain. Alors la première chose qui frappe, c'est qu'on voit qu'un certain nombre en fait, de genres qui étaient avant connus uniquement pour le Trias sont remontés dans le Jurassique inférieur à travers cette étude. Ça c'est vraiment important parce que notamment pour la quantification de la crise Trias-Jurassique, en fait les données vont changer suite à notre étude. Une autre chose qu'on remarque, c'est que de nombreux genres apparaissent à la limite séminurien-pliensbackien. Ici 18 genres, dont 6 formes solitaires et 5 facéloïdes. Donc solitaires, on a des formes ici avec un seul individu, et facéloïdes, des formes branchues avec un seul individu à l'extrémité de chaque branche. On observe aussi au cours du Toarcien, avant l'événement anoxique, des apparitions avec 14 genres qui apparaissent, dont 3 formes solitaires et 4 formes facéloïdes. Autre chose, on observe que seulement 22 genres sur 45 existants au pliensbackien vont survivre au passage de la crise, c'est-à-dire au passage ici de la limite puis de l'événement anoxique. Et 23 genres s'éteignent entre la limite pliensbackien-toarcien et l'événement anoxique. Alors concrètement, si on observe ces statistiques, seulement 49% des genres présents au pliensbackien vont survivre à l'extinction du Toarcien inférieur, ce qui représente à l'échelle des espèces un taux d'extinction de 90%. Ces résultats vont élever l'événement de l'extinction du pliensbackien toarcien parmi les 3 plus importants phénomènes d'extinction enregistrés, avec la crise Trias-Jurassique et la crise Crétacé-Paléogène pour le groupe des scléractiniens. Alors, la position relative de ces 3 crises en termes d'importance pour les scléractiniaires va varier en fonction des caractères qu'on va utiliser pour les quantifier. C'est-à-dire que si on utilise plutôt la disparité, c'est-à-dire la perte de disparité, perte de diversité, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont encore à investiguer pour pouvoir vraiment faire un top 3 de ces crises-là. Si on regarde à l'échelle des familles également, donc ce qu'on observe, c'est que la crise pliensbackien-toarcien est à l'origine de modifications profondes dans la disparité des coraux. Alors comment est-ce qu'on peut faire un lien entre ça? En fait, les familles de coraux sont construites principalement sur la microstructure septale, donc les 7 au niveau du squelette. Et donc c'est vraiment considérer ces changements de microstructure septale comme des réelles innovations évolutives. Donc vraiment quelque chose de révélateur de la disparité au sens de Gould. Donc il s'agit d'une période clé pour la mise en place de la diversité connue par la suite au Jurassique et au Crétacé, mais aussi pour la disparité connue par la suite au Jurassique et au Crétacé. Et donc des genres clés, on va dire associés au Trias, disparaissent à la fin du pliensbackien, des familles clés, et donc des familles très représentatives ensuite du Jurassique moyen et supérieur, notamment les Thamnastéridés ou alors les Stylinidés, les Técosmilidés vont vraiment se développer sur cette période-là, qui apparaît vraiment une période importante pour l'évolution du groupe. Alors si on observe la distribution des morphologies coralliennes, on remarque en fait que la proportion de solitaires et de facéloïdes au pliensbackien, donc ici en bleu, est beaucoup plus importante que les formes de plus haut niveau d'intégration, ici, donc les formes plocoïdes, sérioïdes, thamnastéroïdes et méandroïdes. Alors que ensuite au Toarcien, donc on va surtout considérer le Toarcien après l'événement anoxique à cause des soucis dont je vous ai parlé de la qualité des échantillonnages pour cette courte période. En tout cas, au Toarcien après l'événement anoxique, on observe que les proportions se rééquilibrent et on a vraiment perte de cette dominance en termes de diversité des solitaires et des facéloïdes. Alors ça se retrouve aussi sur le terrain en termes de biomasse, en tout cas en termes de volume fossilisé. C'est-à-dire que les récifs du pliensbackien sont dominés par les formes solitaires et facéloïdes, alors que les récifs toarciens sont plus majoritairement composés de formes coloniales massives.
Alors, on peut interpréter ça par rapport à un phénomène de compétition avec les lithiotidés, puisque les lithiotidés étaient des bivalves constructeurs de récifs et qu'ils utilisaient vraisemblablement les mêmes niches écologiques que les coraux. Les lithiotidés sont considérés comme des organismes filtreurs, au moins partiellement, et donc qui vivaient dans des milieux certainement euh, très riches en matière organique, très turbides, et ils produisaient eux-mêmes beaucoup de fesses. Donc, si on regarde par analogie avec les huîtres actuelles, qui ont tendance à s'auto-ensevelir. Il se trouve que les coraux solitaires, de par leur possibilité à se débarrasser du sédiment et parfois à se mouvoir, et les coraux facéloïdes qui poussent très rapidement avec une croissance verticale, ces deux morphologies sont très adaptées à des milieux à forte sédimentation. Donc l'hypothèse serait que la compétition avec les lithiotidés et la cohabitation dans les milieux proximaux avec les lithiotidés aurait contraint l'évolution des coraux en favorisant le développement des formes solitaires et facéloïdes. Donc pour conclure, donc les descriptions taxinomiques de ce travail incluent au minimum 20 nouvelles espèces et 4 nouveaux genres de coraux. Les résultats suggèrent une extinction en deux phases, laquelle a fortement contraint la dynamique évolutive des coraux par son impact sur la diversité et sur la disparité du groupe. Alors il semble y avoir un lien étroit entre l'évolution des coraux et la compétition avec les lithiotidés pour les niches écologiques proximales aux pliensbachiens, ce qui explique en fait que lors du Toarcien, après la disparition des lithiotidés, en fait, les niches écologiques sont libérées et les formes plus intégrées peuvent se déployer et se développer. Et les coraux apparaissent de très bons marqueurs biostratigraphiques pour la distinction entre l'IAS moyen et l'IAS supérieur. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je tiens à remercier la Société géologique de France, en les personnes de ses membres. Merci également à la commission du jury. Et je remercie chaleureusement Sylvain Charbonnier, directeur de la SGF, à la fois pour son mandat dans la SGF, mais aussi parce qu'il a été un interlocuteur de choix au MNHN, ainsi que Jean-Michel Paco pour cette étude. Merci également à Solange Chimbaud et merci à Sébastien Garneau donc, pour la mise en place de cette visioconférence. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui. D'accord. Sinon, je vais pas être audible. Donc oui, merci pour ta présentation. On a le temps pour quelques questions. Si vous avez des questions sur cette crise biologique. Bon, a priori, tu as été clair. Hein. Ils savent tout sur les coraux. Alors, j'ai amené le manuscrit de thèse pour se rendre compte de la quantité de travail. Alors c'est vrai que j'ai été témoin de cette quantité de travail parce que c'est vrai que le Muséum de Paris renferme de nombreux coraux fossiles puisque c'est à Paris qu'est née cette science de l'étude des coraux fossiles. Il y a quand même il y a un boulot qui est énorme. Hein. Alors, la remise du prix. Bon, alors tu n'es pas là. Alors il faut que j'appelle quand même le vice-président aux affaires scientifiques et techniques. Donc Alors, c'est Denis moi, je le Verlejeu. vois. Alors tu vas le voir, tu le vois pas, donc voilà, Denis va se mettre dans la lumière. Donc c'est lui qui a mené la commission donc des prix et c'est pas un travail facile parce qu'on reçoit énormément de thèses et il faut les rapporter, c'est pas évident. Donc tu vas avoir aujourd'hui un diplôme. Alors il faut lui montrer la caméra là-haut. Pour l'instant, je ne vous vois pas. Donc, Raphaël, donc la SGF est heureuse de te remettre le prix de thèse Van Stralen 2019. Voilà, petit diplôme. Ah oui, mais là, je suis pas comme les coraux, moi, j'ai pas plein de. Hein, donc, il y
voilà, et la médaille qui y est associée à la mémoire de Monsieur Van Stralen. Voilà. C'est bon, tu as vu? J'ai vu en très petit, mais j'ai vu. Merci beaucoup. Et donc il y aura un petit chèque aussi, qui ne sera pas signé par Van Stralen, mais par mes soins, je pense, puisque je suis garant du fonds Van Stralen. Et donc on t'enverra très rapidement la dotation, la médaille et le diplôme. D'accord, merci beaucoup. C'est nous qui te remercions. Donc alors, je te souhaite bon vent pour la suite et puis bon vent pour cette journée qui risque d'être longue, puisque son ami soutient sa thèse aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas se dédoubler et être aux deux endroits en même temps. D'autant que je cuisine pour 130 personnes. Voilà, il y a un peu de travail. Il y a un peu de travail. Et est-ce qu'il va rester connecté ou pas? On va te déconnecter. D'accord. Très bonne journée à vous. Tu peux suivre le reste de la journée si tu veux, si tu as le temps. Tu peux le suivre, c'est diffusé sur le site de la SGF. D'accord. Au revoir. Ça en parallèle. Merci.